Je sais comment gagner de l'argent, comme le prouve ma longue et excellente carrière. J'insiste vraiment sur une analyse approfondie. Une analyse approfondie est préférable au rêve pour réussir sans pour autant la garantir. Donc, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin d'un vrai produit qui plaît à un groupe d'âge assez jeune pour qu'il les submerge, et vous devez avoir de la rareté, car c'est la véritable façon de construire une relation avec vos clients en ayant ce qu'ils veulent quand ils le veulent à un prix qu'ils jugent juste. 13 personnes de notre équipe de redressement sont devenues président, directeur général. C'est une équipe de classe mondiale. La conscience de soi / narcissisme, c'est l'autre partie de cela parce que Dieu nous en préserve. Vous devenez réussi. Regarde parfois par la fenêtre. Parfois, il faut s'observer dans le miroir. Gary, merci d'être là, je t'apprécie, j'apprécie votre temps. Vous avez eu un succès incroyable. Nous allons parler de Laura Mercier, nous allons parler de GameStop, nous allons parler de Kinko's, nous allons parler de quand vous aviez des sociétés en portefeuille, quand vous êtes passé d'opérateur à allocateur de capitaux avec le capital investissement. Nous pouvons parler du livre, nous pourrions parler de votre podcast, nous parlons de tout cela. Mais quand vous regardez en arrière, vous avez eu beaucoup de succès, mais aussi énormément d'échecs. Quand je dis quel a été votre plus notable, votre plus, je suppose, échec marquant dont vous avez appris au cours de votre carrière, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? Il n'y a pas de question. C'est le premier, deuxième et troisième. Quand j'ai appris, alors que j'étais assis à l'aéroport d'Austin, que lorsque j'avais quitté GameStop juste après 13 ans et que j'étais depuis 2 ans chez Laura Mercier, la société de cosmétiques, et que je venais de quitter une réunion du conseil d'administration d'Electronic Arts, j'avais utilisé mes actions. Mes actions avaient une réelle valeur quand je suis parti GameStop et j'ai décidé de commencer à emprunter sur marge, gratter la surface. Là où j'ai eu des problèmes, c'était à 10% du prix d'action le plus bas qu'il avait enregistré depuis que nous étions devenus publics, donc je n'y ai jamais prêté attention et je savais que c'était un excellent investissement à long terme. Assis à l'aéroport d'Austin, il y a un Wall Street Journal à côté de moi, je le prends pendant que j'attends mon vol et je le regarde et je vois que GameStop était en dessous d'$1. Je me suis rendu compte pourquoi je n'ai pas reçu d'appel de marge. Oh mon Dieu, je pourrais être ruiné parce que j'étais sur cette marge jusqu'à, je ne sais pas, 8-9 millions de dollars et j'avais clairement violé le pacte et personne ne m'avait appelé, personne ne m'avait notifié, personne n'avait rien fait et je me suis assis là en me disant « Oh merde, je suis ruiné. Comment aurais-je pu passer d'où j'étais il y a 5 minutes à aujourd'hui, à ce moment-là? Mon Dieu, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Je ne savais pas quoi faire et c'était le pire moment de ma carrière et comme il s'est avéré, j'ai fait la bonne chose et cela a réussi à me sauver de tout, mais néanmoins, c'était une nuit très difficile. Sans blague, quoi. Qu'est-ce qui était la bonne chose qui t'a sorti de là? La bonne chose, c'est que j'ai appelé le président de la banque qui avait mon entreprise et j'ai dit à Ron, je dois te faire savoir quelque chose parce que vous ne m'avez pas prévenu. Je viens de regarder la page des actions Wall Street Journal et j'ai regardé, à l'époque c'était appelé Neostar Retail Group, j'ai regardé le prix de l'action de l'entreprise et il est bien en dessous du seuil où vous auriez pu intervenir. Un appel de marge et donc je vous informe, vous ne l'avez pas fait et vous auriez dû et je vais essayer et venir ici, la tête basse, et essayer de trouver une solution pour surmonter cela. Est-ce qu'il a dit? Quand je suis arrivé pour cette réunion, il a dit « Oui, dès que tu rentres chez toi, tu sais que j'ai besoin de te voir. » Et je suis monté là-bas. Grande salle de conférence pleine de gens. Et il a dit « Raconte à ce groupe ce que tu m'as dit. » Et j'ai réitéré l'histoire. Et il a dit « Personne dans cette salle n'a jamais eu quelqu'un qui avait un prêt qui était garanti par quelque chose et qui a violé une couverture de l'alliance et qui s'est auto-révélé. Et nous n'avons aucune expérience avec cela. Alors, voici ce que je vais te dire. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour régler cela? Et j'ai dit, tu sais, cela pourrait me prendre 1 année. Et il a dit, alors tu as 1 année, nous n'en avons pas. Nous aurions vendu tes actions dans le cours normal des affaires pour couvrir ça et nous l'avons manqué. Et puisque tu as signalé
toi-même, nous allons te donner du temps. Et ensuite, je suis allé chez mon comptable. J'avais 2 rendez-vous, puis je suis allé directement chez mon avocat fiscaliste qui a toujours fait toutes mes taxes. Il a dit, tu peux faire 3 choses. Tu peux vendre des cosmétiques Laura Mercier. Tu peux vendre ta maison, une maison de grande valeur, et tu peux obtenir un vrai travail qui te paie parce que je ne prenais pas d'argent de Laura Mercier à ce moment-là. Il a dit, ce sont tes 3 choix et tu vas devoir en faire 2 des 3. Et j'étais tellement énervé d'avoir mis non seulement moi, mais ma famille, mes finances personnelles dans ce genre de péril. J'ai dit, tant pis, je ferai les 3. J'ai vendu Laura Mercier, la maison, et trouvé un emploi bien rémunéré à Atlanta, en Géorgie. J'ai accepté le poste pour m'en sortir. D'accord, je prendrai l'avion le dimanche soir pour y aller et reviendrai le jeudi soir. J'ai fait une grave erreur. J'ai commis un crime. Je vais faire le temps. Et je me suis vraiment puni pour ça pendant longtemps. Et vous pouvez imaginer que je n'ai plus aucune dette depuis que, vous savez, je me suis occupé de ça. J'ai tout réglé et moins d'1 an après, je les ai remboursés. J'ai remboursé tout le monde pour tout et j'ai même fini par m'en sortir assez bien. Nous étions dans la situation où j'étais à ce moment-là, bien avant Kinkos ou quoi que ce soit d'autre. C'est le pire. Ce n'est pas amusant, non. Je ne souhaite ça à personne. Et Je pense beaucoup de... les gens le feraient un jeu. Je ne sais pas combien de personnes seraient capables de naviguer à travers cela. En rétrospective, cela semble que vous l'avez fait très gracieusement. Je veux dire, vous avez vendu une entreprise, vous avez vendu la maison. Ce n'est pas le scénario normal et vous avez obtenu un vrai travail. Et comme cela s'est passé, ce prochain vrai travail était incroyablement lucratif et c'était avant Kinko. Donc, je veux dire, je me suis remis dans la bonne voie. Mais oui, mais chaque jour, quand je me regardais dans le miroir en me réveillant, j'étais énervé contre moi-même. C'était une chose stupide à faire. Tout à ce sujet, car le prix de l'action avait augmenté jusqu'à la dernière fois que j'ai regardé, c'était 30. Et regarde, c'est $1,50. Tu sais que c'est écœurant. Tu sais comme Ceci. Ce risque est élevé, comme évidemment tu avais une propension pour le risque. Tu ne craignais pas de prendre des risques. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à cela, mais je veux dire, parfois ça te mord le cul, mais aussi, penses-tu que ce risque tout au long de ta carrière t'a plus servi que blessé? Oui, non. Et je ris parce que 2 choses sont vraies. Parfois, les gens ne le font pas. Et beaucoup ne peuvent pas comprendre cette dualité. 2 choses pour être vraies. Je sais comment gagner de l'argent et je peux le prouver sur une longue et très bonne carrière. Je sais aussi comment perdre de l'argent. Et je peux le prouver sur une longue carrière car je suis un investisseur en start-up. Vous savez, j'investis dans un éventail de choses et je peux avoir quelque chose pour lequel je me sens très fort, disons, et j'investis trop dedans et tout cela disparaît. Donc, vous savez, j'ai eu des centaines de baggers et j'en ai eu beaucoup qui vont à 0. Donc, suis-je un numéro de funambule? Étais-je un numéro de funambule quand j'étais plus jeune? Oui, mais au moment où j'ai fait mon gros coup, nous nous sommes assis avec nos conseillers financiers et nous avons convenu combien allez-vous me prendre pour garantir que si je me fais renverser par un bus demain, ma famille, vous savez, mon avenir et tout ça, tout est pris en charge et je ne peux pas y toucher. Nous avons convenu de cela. Et puis nous avons pris ce qui restait et dit pour moi, vas-y, continue à faire ce que tu as fait, investis dans ce que tu aimes investir et fais-le. Donc j'ai été plus judicieux, disons, depuis lors. Et la reconnaissance de motifs m'a permis d'apprendre suffisamment pour que je pense être meilleur pour évaluer les opportunités maintenant que je l'étais probablement plus tôt dans ma carrière. Vous voulez exprimer cela en démarrant quelque chose de nouveau, en investissant ou en assumant un rôle. Comme, je veux dire, la reconnaissance de motifs est énorme. C'est juste dommage que vous ayez dû passer par là pour arriver au point où vous reconnaissez le motif. Je demanderais, pour ceux à un stade plus précoce, quels conseils leur donneriez-vous? La reconnaissance de motif est formidable après avoir traversé ses difficultés et avoir atteint son objectif. Comment peut-être retirer certaines de ces pièces pour que oui, la reconnaissance de motif soit importante, mais quelqu'un qui a vendu son entreprise est sorti? Comment navigue-t-il cela? Parce qu'il n'y a pas de guide pour... Après la sortie, je pense que la chose la plus importante que nous avons faite,
et je viens de le mentionner, était avec quelqu'un en qui nous avions vraiment confiance, une sorte de personne gestionnaire d'actifs vraiment importante. Nous avons tous convenu de combien je donnerais et nous appelons tous cela le lancer par-dessus la clôture. Tu sais, gagner beaucoup d'argent. Combien devrait aller là où je ne peux pas l'atteindre? J'ai littéralement dit, je ne peux pas y arriver. C'est inaccessible pour moi. Je dois investir cela pour prendre du recul et dire de ne pas tout mettre en danger. Ne fais pas ça. Ranger, assez sur votre premier gros score. Cela vous permettra de vivre jusqu'à votre mort, vous savez, et ensuite vous pouvez jouer avec les pourcentages à mesure que vous vieillissez et que vous voyez plus d'opportunités et que vous vous sentez plus confiant dans votre capacité à réaliser que quelque chose pourrait vraiment être bon par rapport à peut-être pas si bon. Voici comment je procède. Technique que nous appelons littéralement le lancer par-dessus la clôture. Oui, et c'est intelligent. Nous discuterons plus en détail de votre processus d'investissement, de la due diligence que vous menez sur les startups et de certaines opportunités dans lesquelles vous investissez. Mais avant de nous emballer, revenons évidemment au début. Alors, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je suis probablement trop jeune, mais GameStop ne s'est pas toujours appelé GameStop. Alors parlez-moi, comment prononcez-vous cela en premier? Tout d'abord, c'est Babbage's nommé d'après Charles Babbage, un mathématicien du 18e siècle et entrepreneur dans l'Angleterre victorienne. Il a inventé des choses comme le pare-buffle à l'avant des wagons de chemin de fer. Il a également inventé quelque chose que sa première grande invention s'appelait la machine à différence et la seconde s'appelait la machine analytique. Et elles étaient toutes deux les précurseurs des ordinateurs d'aujourd'hui et il a essentiellement compris qu'il pouvait tisser des nombres, tout comme un métier à tisser jacquard tisse du tissu. Il pouvait faire cela avec des nombres. Sa petite amie de l'époque était une femme nommée Lady Ada Lovelace. Elle était la fille de Lord Byron et elle l'a aidé en développant les cartes perforées qu'il a construites pour l'utiliser. Sa plus grande tristesse dans sa vie était qu'il est mort avant de pouvoir le faire fonctionner correctement. Alors que tout cela est important, c'est parce que cela vous choquera à cause de votre âge. Lorsque nous avons commencé Babbage's, qui est devenu GameStop, nous ne pouvions pas utiliser le mot logiciel. Premièrement, personne ne savait ce qu'était un logiciel, ce n'était pas dans le langage courant, et 9 personnes sur 10 pensaient que c'était de la lingerie intime, pensaient que c'était de la lingerie intime pour femmes. Et s'ils savaient ce que le mot logiciel signifiait, ils en étaient incroyablement intimidés parce que c'était une chose si importante. Chez International Business Machine, c'était une chose si importante que personne ne voulait en faire partie. Donc, ce que nous essayions de faire avec notre premier nom était de trouver un moyen d'expliquer ce que nous faisons de manière à ce que les gens viennent dans notre magasin. Donc, nous avons montré des boucles sans fin de gameplay sur les premières machines de jeux vidéo, sur des moniteurs devant le magasin, avec la grande image à l'arrière de la machine à différence et une plaque avec le nom de Charles Babbage. Eh bien sûr, 6 ans plus tard, tout le monde savait ce qu'était un logiciel et que personne ne savait toujours qui était Charles Babbage comme vous. Mais tout le monde savait que vous obteniez je veux dire que nous faisions 400 millions de dollars sous le nom de Babbage. Donc ce n'est pas comme si les gens ne nous trouvaient pas. Ils nous ont trouvés et sont venus à nous en masse parce que nous étions le premier magasin de jeux vidéo au monde. Et donc, partout où nous sommes apparus, des files d'attente sont apparues pour accéder à notre produit, mais nous avons eu l'opportunité, lorsque nous avons acheté des magasins de logiciels, etc. à Minneapolis, leur seule condition était que nous ne ferions pas partie d'une entreprise qui s'appelle Babbage's. Notre condition était de ne pas faire partie d'une entreprise de logiciels, etc. Mais nous en avons fait une fusion d'ego avec l'accord étant, nous trouverons un nouveau nom pour l'entité combinée et nous les avons fermés à Minneapolis, nous les avons déplacés au Texas. Et puis je suis parti pour démarrer Laura Mercier, mon partenaire et cofondateur est devenu président et président-directeur général et leur président-directeur général est devenu président des entreprises combinées. Et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi qu'il est devenu GameStop. Je vous ai compris, quand vous pensez à être le premier à bouger dans l'espace du jeu vidéo, c'était à l'origine un jeu de briques et de mortier, n'est-ce pas? Vous venez d'ouvrir une brique et du mortier. Oui, donc il n'y avait pas de numérique. Là,
n'était pas « oui, c'est juste, oui, c'est une question stupide ». C'est une question stupide, alors qu'est-ce qui, selon vous, vous a incité à ouvrir une vidéo? Avez-vous une expérience dans ce domaine? Avez-vous apprécié les jeux vidéo là d'où vous venez? Excellente question. Et la raison pour laquelle j'aime me concentrer sur cela, c'est qu'elle a éclairé ma stratégie et le début de la cosmétique. Et cela informe vraiment la façon dont je regarde les nouveaux plans d'affaires pour les startups. Donc, mon cofondateur et moi étions tous les deux camarades de classe à l'école de commerce. Il a fini premier de la classe et moi, eh bien, un peu l'autre extrémité, mais nous étions meilleurs amis. Nous jouions au poker tous les vendredis soirs avec un groupe de gars. Nous étions de très bons amis. Donc, bien sûr, ce qui se passe quand vous êtes numéro 1 à l'école de commerce, vous pouvez aller à Bain ou McKinsey ou l'un de ces endroits et bien sûr, il est devenu très rapidement un associé senior chez Bain. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme, j'ai choisi la voie du commerce de détail. Je suis entré dans le secteur des grands magasins, principalement parce que la femme que j'allais demander en mariage voulait vivre à San Francisco et c'était le seul emploi que je pouvais trouver à San Francisco. Donc, je suis devenu un homme de grands magasins et les développer. Donc, nous nous retrouvons 4 ans plus tard et je parle de pourquoi je pense que les grands magasins sont condamnés parce que les magasins spécialisés émergent de Limited, Gap, Zales, Joy, vous les nommez. Les magasins spécialisés sont devenus les canaux de distribution dominants de tout produit de biens de consommation qui a atteint une taille mesurable. Et bien sûr, c'était toujours les entreprises avec la marge la plus élevée qui nous prenaient notre déjeuner des grands magasins. Et j'étais dans une division très spécifique de Macy's et j'étais le meilleur commerçant de celle-ci. Et vous pouviez le voir se diriger lourdement vers un marais. Eh bien, Jim s'était replanté dans la Silicon Valley Boston et ses clients étaient des entreprises de jeux vidéo naissantes, Activision, Electronic Arts. Il était donc très excité quand nous nous sommes rencontrés pour me parler de cette nouvelle vague de divertissement. Et si vous remontez jusqu'aux télévisions en noir et blanc, vous allez aux premières chaînes hi-fi, vous allez au Betamax, vous allez à chaque catégorie de divertissement pour consommateurs, passe par une courbe en forme de crosse de hockey et tout ce qu'il a rassemblé par rapport à la loi de Moore, ce qui se passait avec la technologie des puces semi-conductrices et la courbe sur laquelle livrait des graphiques plus élevés, un meilleur gameplay, plus de vitesse. Il a dit qu'il y allait d'avoir une bataille et qu'il y allait d'avoir plusieurs unités matérielles de jeux vidéo là-bas, chacune avec son propre logiciel spécialisé. Et il a dit que ce sera une mêlée générale pour voir qui va gagner. Cela ressemblait à quand la hi-fi, quand les stéréos sont sortis pour la première fois, elles se vendaient chez JCPenney's et Sears et dans les grands magasins. Et puis les gens commencent à dire, eh bien c'est génial, mais où sont les disques là? Où se trouve le logiciel et le contenu? Oui, et les grands magasins ne savaient pas comment. Ils mettraient 4 disques là-haut. Mais ensuite, des chaînes de magasins de disques ont émergé. Quand la vidéo, quand les films numériques sont sortis, un blockbuster a émergé. Et donc, je disais, Jim, tout ce qu'il me disait sur ce qui serait la pénétration et les machines de jeux vidéo dans les maisons, puis les ordinateurs dans les maisons et les logiciels pour chaque type de matériel. J'ai dit à Jim que cela criait pour sa propre boutique spécialisée en logiciels et que nous devions obtenir un avantage de premier arrivant et que tu dois quitter ton travail à la banque, je dois quitter mon travail chez Macy's et allons essayer cette chose. C'était une décision incroyablement bien informée. Et je veux dire, nous sommes allés au Consumer Electronics Show en janvier 1983 quand il n'y avait presque personne à Las Vegas. Et nous sommes allés voir tous les jeux vidéo et j'ai pu parler à tous parce que j'étais vraiment une sorte de marchand entre Jim et moi et nous sommes tous les deux revenus très excités. Donc, et je suppose que je l'explique si largement parce que nous avons fait notre devoir, ouais. Nous ne nous sommes pas réveillés le matin en disant que j'ai une passion, tu sais quelque chose. J'ai une passion pour les bijoux de femmes où Jim et moi n'étions pas des joueurs, mais nous avions une passion pour ce que nous pensions être une industrie naissante qui grandirait très rapidement. Et tu sais, je pense que les gens sont vraiment
désavantagés lorsqu'on leur dit à l'université « Suivez votre passion ». C'est comme le président directeur général de la gestion des déchets. Ce n'était pas leur passion, mais je m'en suis plutôt bien sorti malgré tout. Et ça, mais donc une des choses que je cherche toujours, c'est s'il y avait une analyse disciplinée au départ qui pourrait parler de la taille du secteur, des taux de croissance dans le secteur, pourquoi ce que votre vision est différente de celle de n'importe qui d'autre, et ainsi de suite. J'insiste vraiment sur une analyse approfondie. Une analyse approfondie ne garantit pas le succès, mais c'est mieux que de rêver. Et beaucoup, vous ne croiriez pas le nombre de startups qui ont des fondateurs entrepreneurs visionnaires qui parlent de leurs rêves, de leur vision, qu'ils sont ceci et qu'ils sont cela. Cela convient sûrement à certains, et plusieurs d'entre eux se sont enrichis en le faisant. Je ne suis pas un investisseur pour ce type de start-up. Je veux dire, tout le monde veut être un entrepreneur, n'est-ce pas? Et tout le monde veut être un entrepreneur, même s'ils ne comprennent pas combien de travail cela va leur demander. Il existe deux catégories principales d'entrepreneurs. Vous avez des gens qui essaient de transformer un ensemble de compétences qu'ils possèdent en produits, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce ne sera pas une perturbation de l'océan bleu dans lequel ils vont se lancer. Il y aura 100 000 autres personnes. Ouais, c'est difficile de mettre un moteur. Ouais, à moins que vous ne soyez exceptionnellement qualifié, mais même dans ce cas, vous devez construire une marque autour de vous. Il va y avoir, vous savez, 10 à 15 ans de construction de cette preuve sur le marché. Il existe 3 types d'entrepreneurs, dont celui que je suis. Donc, le type incorrect est celui qui, comme vous l'avez dit, le visionnaire, le rêveur qui veut être le décrocheur de Stanford, qui va construire la prochaine chose. D'accord? Je pense que c'est aussi l'entrepreneur le plus réussi statistiquement. Je ne veux pas partager uniquement mes pensées, tu vois. C'est la personne qui résout un problème dans l'industrie dans laquelle elle travaille depuis qu'elle a environ 20 ans. Et il remarque ce dysfonctionnement. Être entrepreneur requiert beaucoup de patience, ce qui peut être difficile. Vous devez être là assez longtemps pour savoir qu'il y a un problème qui existe, mais vous accélérez un peu cela. Vous n'avez pas passé 45 ans dans l'univers des jeux vidéo pour ensuite tenter de fonder une entreprise qui règle les problèmes du secteur. Donc c'est une autre chose que je suppose que je demanderais. Quels sont les principaux signaux que vous recherchez d'un étranger entrant dans une industrie qui indique un marché potentiellement émergent? Parce que je vais supposer que vous avez copié et collé la stratégie avec Laura Mercier parce que vous n'aviez pas cet amour pour les cosmétiques en sortant de GameStop. Eh bien, mais j'avais toute la responsabilité de tous les cosmétiques chez Macy's et pour la division de Macy's où j'étais un marchand senior pendant 4 ans, donc je connaissais les cosmétiques. Donc soyons clairs sur ce point, ce n'était pas que je suis juste tombé là-dedans et depuis, j'avais été impliqué et j'étais très curieux des origines de l'industrie des cosmétiques. Je comprenais déjà comment les cosmétiques sont apparus comme une préférence des consommateurs à partir des années 30, quand une maquilleuse nommée Estée Lauder a commencé à mettre du maquillage sur le visage des stars de cinéma et a dit « Wow, je pourrais créer une entreprise à partir de cela » et son mari, Joe, l'a aidé. Et la prochaine chose que vous savez, Estée Lauder allait bien et j'ai appris comment l'industrie des cosmétiques est passée des maquilleurs à la science. Technologie à la mode et tout à coup, quand j'ai entendu dire que les maquilleurs revenaient en jeu, j'ai dit « Wow, tout ce qui est vieux est nouveau à nouveau. Si c'est vrai ici, ce seront les prochaines étapes. » Et donc, j'ai pu arriver à un plan. Laissez-moi trouver un maquilleur. Et j'ai trouvé une femme nommée Laura Mercier. Donc, je veux dire que c'était la même chose. C'est ainsi que j'en suis arrivé à cela. Donc, même si je ne suis pas de cette industrie, Laura Mercier l'était. Ma petite amie va probablement me botter les fesses pour avoir posé cette question, mais je vous promets que Laura Mercier était une vraie personne et une vraie amie. Reste jusqu'à aujourd'hui une vraie personne. Elle était la maquilleuse de Madonna, elle était la maquilleuse d'Angelina Jolie, elle était la maquilleuse de nombreuses stars de cinéma et de rock. Et lorsque Vogue mettait un mannequin de mode sur leur couverture, il lui demandait d'y aller. Elle est une vraie. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit « Hey, nous vous mettrons dans un laboratoire, nous ferons un accord de licence avec vous, nous paierons pour tout le développement dont vous avez besoin pour votre propre ligne sous votre nom et nous nous occuperons de tout le reste. » Et je me suis trouvé un cofondateur
de Neiman Marcus qui était très actuelle dans les cosmétiques. Et elle et moi avons dirigé. Cela donc, c'est ce que chaque maquilleur YouTube essaie maintenant de faire. C'est le même scénario. Ouais, vu ça, fait ça, ça a été là. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît dans le cimetière et plein de... Les marques que vous avez construites, comme Laura Mercier, sont très connues, même par ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en maquillage, ce qui montre leur popularité à l'échelle mondiale. C'est une marque de mode haut de gamme, globale et très haut de gamme. Et quand vous regardez l'évangélisation et la loyauté que vous avez construite avec la base de clients pour Laura Mercier et GameStop, quel pensez-vous que soit le secret pour construire la base de fans d'une entreprise afin qu'elle devienne mondiale? Ce n'est pas juste un excellent produit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Encore une fois, GameStop, je dois le mettre dans une classe à part. Et la raison en est que personne n'a compris ce qui s'est passé lorsque cela est devenu une action même. Ils ne comprenaient pas comment cela pouvait se produire. La relation entre GameStop et ses clients est extraordinaire et était extraordinaire, de sorte que pour les joueurs dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine, GameStop faisait partie intégrante de leur vie. Ils mesuraient le temps par les sorties de produits, ils mesuraient le temps par le moment où ils se présentaient à minuit chez GameStop pour faire la queue dans un froid glacial, leur mère les ayant emmenés là pour récupérer un jeu qui allait sortir à minuit. Personne ne comprenait, tout le monde parle de fans et tout le monde parle de construire une relation avec vos clients. Il y a un autre niveau et c'est demander aux Swifties, demander aux fans de Taylor Swift, demander aux fans de Beyoncé, ils comprennent. Et il y a des légions de personnes à travers le monde qui marquent des événements dans leur vie par la sortie de nouveaux albums de Beyoncé. Et c'est cette relation qui était unique dans tout le monde des biens de consommation dans les années 90 et 2000 entre les clients de GameStop et GameStop. Alors, quand tout à coup un hedge fund, quand personne ne sait comment appeler hedge fund, mais qu'ils sont tous sur Reddit ensemble, ce sont des joueurs et ils parlent de leurs déchets sur Reddit. Quelqu'un essaye de faire quoi à cette entreprise qui fait partie de ma vie depuis que j'ai 9 ans? En faire non. Que dois-je faire pour arrêter ça? Par des dizaines de millions de personnes. C'est une relation que personne n'aurait pu voir ou connaître. Jim et moi le savions. C'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne l'avions jamais vu. La façon dont les clients se sont accrochés à l'entreprise, nous n'étions pas surpris de le voir, mais le reste du monde l'était, tout comme Wall Street. Pensez-vous qu'il y ait même un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait construire comme il semble que c'est une question impossible à répondre? Mais je suis curieux si vous avez une certaine perspicacité sur ce qui fait une entreprise à ce degré si étroitement liée à un fan. Je pense donc que c'est une combinaison de quelques éléments dont le moindre n'était pas les introductions de nouveaux produits et les sorties de nouveaux jeux. Et pourquoi c'était important, c'est que ça n'a pas pris longtemps, peut-être 4 ans, la seule entreprise plus grande que nous. Même si Babbage's était Walmart, Toys R Us, nous étions à peu près de la même taille que Toys R Us, mais Walmart était plus grand, donc nous pouvions obtenir des livraisons démesurées de produits, ce qui est extrêmement important si vous mourrez d'envie d'avoir un nouveau jeu et que vous savez qu'il sort à minuit et que vous savez que GameStop l'aura. Vous savez aussi que Walmart ne peut pas se débrouiller pour être ouvert à minuit, encore moins avoir acheté assez de magasins ou l'avoir distribué correctement. Nous avions des systèmes si raffinés que nous savions comment obtenir le produit là où les clients étaient pour ce produit, donc ils avaient un meilleur taux de réussite que non. Que tout autre détaillant pour ces montres de jeu, et nous avons eu ce retour du marché, et plus nous réussissions, mieux nous réussissions, parce que nous pouvions faire valoir à Nintendo que, au lieu d'avoir besoin de 15 000 nouvelles pièces de matériel,
de matériel pour leur nouveau système de jeu Nintendo, nous pourrions obtenir 24 000 et nous aurions des camions au quai lorsque les navires déchargeaient sur nos camions. Notre norme était, je ne me souviens plus de ce qu'était notre norme, mais c'était quelque chose comme 50% de nos magasins auraient le nouveau titre dans les 6 heures suivant son déchargement d'un navire. Nous avons loué des avions, nous avons loué des camions, nous avons tout fait pour pouvoir livrer à nos clients. Eh bien, cela construit une relation client assez unique. Je ne pense pas, je m'en fiche de savoir à quel point Laura Mercia est bonne, par exemple. Je ne pense pas qu'elle pourrait sortir une couleur pour laquelle les gens vont faire la queue pour se battre. Je ne pense pas que Bed Bath & Beyond va proposer un drap avec un nombre de fils que les gens vont trouver si fou. Donc, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin d'un vrai produit qui plaît à un groupe d'âge assez jeune pour qu'il les submerge, et vous avez besoin d'avoir de la rareté parce que c'est la vraie façon de construire une relation avec vos clients en ayant ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, à un prix qu'ils jugent équitable. Et je pense qu'il y a aussi un composant culturel. Je pense qu'il y a ce facteur X. Au fait, nos directeurs de magasins et les personnes qui travaillaient dans nos magasins, trouver des employés était facile pour nous. Les joueurs affluaient, offrant de travailler gratuitement juste pour être embauchés. Nous les payons toujours, contrairement à d'autres endroits qui avaient du mal à staffer leurs magasins. Les gens tueraient pour un tel poste. Et nous avons produit des outils d'enseignement mensuels pour enseigner à nos employés comment faire. Nous avions un système de prêt où les personnes qui travaillaient dans nos magasins pouvaient emprunter un nouveau jeu et rentrer chez eux pour y jouer. Donc, quand ils pouvaient, quand quelqu'un entre et demande « Parlez-moi de ce jeu Dune One. De quoi s'agit-il? » ou « Qu'est-ce que World of Warcraft? » Vous savez, ils avaient des vendeurs qui étaient tout aussi enthousiastes qu'eux. Peut-être avaient-ils déjà découvert des Easter eggs ou des astuces dans le jeu qu'ils pouvaient partager avec le client. Regarde, quand tu arrives à ce niveau, voilà ce que tu fais. Oui, cette relation est en or. Et nous avions des concurrents qui pouvaient en parler, mais ils ne le livraient pas. Et nous l'avons fait. Et c'est encore une autre raison. Les joueurs aimaient traîner dans le magasin. Ils aimaient parler avec les personnes qui y travaillaient parce qu'ils étaient sympathiques. C'était une relation vraiment unique et particulière. Alors, quelle est la différence entre ce que vous avez fait chez GameStop, qui était très Blue Ocean, très tactique, et quand vous avez amené cette entreprise sur le marché, Laura Mercier, vous êtes très tactique. Mais les cosmétiques n'étaient pas du tout Blue Ocean. Le marché des cosmétiques est hyper concurrentiel et saturé. Quelle est la différence dans la manière dont vous avez commercialisé Laura Mercier? Était-ce l'influenceur original avec Laura Mercier, ou était-ce autre chose qui a fait son succès? Je pense que c'était surtout cela et la façon dont les cosmétiques sont distribués. Vous commencez toujours par le haut, ce qui signifie que vous devez être capable d'obtenir Henri Bendels ou Bergdorf Goodman ou Neiman Marcus. Et il y a beaucoup de gens qui veulent le porter, mais s'ils le portent, cela dilue votre marque. Donc, ce n'est pas suffisant de savoir à qui vous devez le vendre. Ils doivent l'acheter et ensuite, ils doivent le présenter dans un endroit du magasin sur leur étage qui suggère à leurs clients « Ouah, cela doit vraiment être une nouvelle chose à la mode. » Donc, beaucoup de ce genre de choses dans le secteur des cosmétiques. Et une fois que vous avez été chez Neiman's et une fois que vous avez été chez Saks, 3 ans plus tard, vous pouvez aller dans les grands magasins haut de gamme. Vous pouvez commencer à aller dans d'autres canaux, mais le modèle de distribution est assez établi. Le seul truc est d'obtenir les grands détaillants à accepter de jouer leur rôle. Mais pour un bien de consommation, comme n'importe qui écoute ceci va dire « Hey Gary, ce n'est pas si facile d'entrer chez Neiman Marcus avec un nouveau produit cosmétique. Alors qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a beaucoup compté? Était-ce votre historique? » C'était, à l'époque, non, nous pourrions pointer une ligne appelée MAC, qui était une ligne canadienne, appelée Makeup Artist Cosmetics MAC, donc MAC, et puis Estée Lauder avait déjà acheté une entreprise appelée Bobbi Brown. Bobbi Brown et Trish McAvoy étaient les 2 seuls maquilleurs, faisant exactement la même chose. Et c'était tout. Laura Mercier était la 3e et aujourd'hui, la raison pour laquelle c'est si difficile, et oui, il y a environ 1000 maquilleurs là-bas maintenant. Vous devez être un grand fan du premier mouvement
lorsque vous voyez le vent changer Ouais. dans une entreprise. Et c'est ce qui se passait quand je me suis lancé. Avec Laura Mercier, cela a du sens. Vous n'entreriez donc pas dans les cosmétiques et le maquillage aujourd'hui. Et je ne peux pas vous dire le nombre d'entreprises de cosmétiques qui m'ont demandé de faire partie du conseil d'administration. J'ai accepté une fois parce qu'ils avaient une approche vraiment intéressante et ont connu un succès extraordinaire. Mais oui, donc non, la réponse est... Non, je veux dire des cosmétiques. D'accord? Donc maintenant, vous deviez vendre Laura Mercier en revenant à la première histoire dont vous parliez. Donc vous deviez vendre Laura Mercier. Ce n'est pas une chose amusante à vivre. Donc après Laura Mercier, sacrée merde. Alors guide-moi, tu as vendu Laura Mercier, j'ai vendu ta maison. Quelle était la troisième chose que tu devais faire? Trouver un emploi bien rémunéré. C'était une autre entreprise, pas encore Kinko? Non. C'était une autre entreprise et il y avait ce recruteur qui voulait que je rencontre 2 entreprises de vêtements juniors qui étaient publiques et l'affaire était que je devais choisir laquelle d'entre elles je voulais rejoindre le conseil d'administration. Donc cela se passait en parallèle avec ces autres choses. J'avais été responsable de tous les vêtements de sport junior dans le secteur des grands magasins. Donc, j'avais un grand et réussi passé dans les cosmétiques et les vêtements de sport junior, des choses comme ça. J'ai décidé que je ne voulais rejoindre aucun des conseils. Je n'aimais pas les entreprises, je n'aimais rien à leur sujet et je ne sentais pas que je serais heureux là-bas. Et il était bien sûr énervé. Il a dit que je lui avais promis qu'il en choisirait un. Je ne savais pas lequel. Maintenant, vous dites que vous n'en voulez aucun. C'est comme être sur leur bébé et à ce moment, à ce point, vous n'avez pas d'argent non plus. Le technique, pas d'argent, pas d'argent. Alors il m'a appelé une semaine plus tard, il a dit, tu me dois un. Il a dit, il y a cette entreprise appelée Car America, basée à Washington, D.C. Ils existent depuis plus de 100 ans. Ils sont une REIT. Ils possèdent un tas de, je ne pouvais pas appeler REIT. Je veux dire, c'est à quel point c'était mauvais, mais ils ont dit qu'ils possèdent cette opération de bureau de service. Eux, ils l'ont acheté, ils pensent que nous travaillons, vous savez, juste couper à ce que c'est. C'était comme nous travaillons et a dit que nous voulons rouler avec, il y a beaucoup de franchises en Europe, il y a beaucoup de ça, je veux rouler tout ça. Et j'ai rencontré le gars, lui et moi avions fréquenté la même école de commerce de 3e cycle et nous sommes très bien entendus. Et j'ai dit, regarde, tu sais, si tu as une bonne équipe de soutien ici, je suis vraiment heureux de penser à ça et je me suis lancé et nous avons rapidement fait 46 acquisitions en environ 18 mois. Donc, à ce moment-là, il ne restait que 3 grandes entreprises dans le monde, une en Australie, une au Royaume-Uni, et notre entreprise, celle qui était la 2e plus grande entreprise aux États-Unis, est venue nous voir et a dit que nous aimerions vous acheter à une condition, nous avons besoin que votre équipe de direction prenne le contrôle de l'entreprise combinée. Donc, Tom Carr chez Car America, je veux dire, quand nous avons obtenu les chiffres, c'était comme des numéros d'annuaire pour moi. C'était un score incroyable, vraiment fou, un genre de retour immobilier. Mais d'un autre côté, nous avions réalisé près de 50 acquisitions. Nous avons beaucoup fait pour bâtir une organisation. Nous avons donc fusionné et mon équipe a pris le relais. Je l'ai déplacé à Dallas et la vie était bonne. Sauf que le nouveau propriétaire qui nous avait acheté ce numéro 2, je n'aimais pas leur président. Juste pour une série de raisons. Et je pensais que je pourrais le revendre et il était d'accord. J'ai dit, regarde, nous sommes maintenant 3, je connais très bien les propriétaires et les fondateurs de ces 2 autres. Pourquoi ne me laisses-tu pas essayer de le vendre à l'un ou à l'autre et nous pourrions faire un gros retour simplement parce que nous avons une entreprise fusionnée. Il a dit super et j'ai donc commencé à travailler dessus et c'était plus difficile que je ne le pensais parce que ni l'un ni l'autre des fondateurs ne voulaient soit payer le prix que j'avais besoin d'eux, soit laisser nos gens rester. Tout ce genre de choses qui se retrouvent dans ces négociations. Donc en même temps, on m'a informé de l'ouverture de Kinko's et j'avais fait beaucoup de tours de piste à ce moment-là et Kinko's avait un pied dans la tombe. Les 12 mois précédents, avant que je commence, il avait perdu 11 millions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et la société de capital investissement qui le possédait a dit « Il y a quelque chose dans mon contrat qui stipule que si je suggérais que nous devions simplement le fermer après 9 mois, je serais assuré d'obtenir un bon paiement simplement parce qu'il pourrait aller droit au but. »
mais c'est mon bébé. Kinko's était un élément clé de ma carrière. Après son acquisition par une société de capital investissement, il semble s'orienter dans la mauvaise direction, comme c'est souvent le cas dans ce type de situation. Mais c'était pour quelque chose de connaissable et ils ont échoué. La raison pour laquelle ça a tourné au vinaigre, c'est parce que les grandes sociétés de capital investissement, surtout celles qui sont organisées autour des opérations, ont tendance à croire que le commandement et le contrôle l'emporteront toujours. Nous déterminerons ce que nous devons faire opérationnellement, puis nous l'imposerons à l'entreprise. Et il n'y a vraiment que deux sortes de styles opérationnels, si vous voulez. Il y a l'entreprise académique, le commandement et le contrôle. Et d'ailleurs, le président directeur général qu'ils ont embauché avait été le président directeur général de Sam's Club. Mais quand j'ai commencé à appeler Kinko's la République populaire de Kinko's, le cabinet de PE a commencé à comprendre. Il se trouve que je suis un entrepreneur. Il se trouve que j'ai embrassé l'histoire de Kinko's. Je devais juste les amener à comprendre cela. Où nous étions n'était pas un endroit tenable. Et j'ai pu, et tout est là-dedans, tout est dans le livre, comment j'ai obtenu ce moins 11 millions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement les 12 premiers mois sur le poste, plus 120 millions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Année 2, plus 180 millions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Année 3, 2/3 du chemin à travers l'année, nous cartographions à 240 millions de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Et c'est quand Fred Smith a franchi ma porte, donc nous avons compris, et c'était une grande équipe, c'était un effort d'équipe, mais j'avais assez de reconnaissance de modèles dans mon passé pour comprendre ce que je devais faire, pour commencer à faire bouger les roues pour un méga retournement, et ça a marché, vous savez. Et ils ont eu de la chance, mais c'était assez incroyable. À faire, vous savez, nous rions avant de commencer à enregistrer parce que vous, je veux dire, vous avez écrit un livre qui ressemble plus à un livre d'affaires qu'à une autobiographie, et nous parlons de votre éditeur qui continue à repousser le fait que, pendant que vous écrivez votre autobiographie, vous dites que j'ai eu de la chance, je suis tombé, quoique je vous écoute maintenant, quand ça ne semble pas que tout était si chanceux. Ça semble que vous saviez ce que vous faisiez encore et encore et encore. On ne tombe pas par hasard, vous savez. C'est correct. Tu bâtis une excellente équipe, tu sais ce que tu fais. Quand je dis excellente équipe, c'est un autre de mes moments les plus fiers en affaires. 13, au dernier des comptes, 13 personnes de notre équipe de redressement sont devenues président, directeur général. C'est une équipe de classe mondiale. Et comment nous les avons recrutés, les avons embarqués et tout, et avons exploité cette énergie est un livre en soi. Mais le vrai livre est, et c'est quelque chose que j'ai ramassé en cours de route, et c'était ma reconnaissance de modèle. Quand tout ce que j'entendais de tout le monde, quand je dirais ce qui se passe, ce qui ne va pas, comment cela devient si mauvais, tout le monde dirait c'est juste, c'est un tas de choses. Tout le monde était complètement démoralisé. Il y a tellement de choses. Puis Napoléon est parfois crédité d'avoir dit « Si tu veux savoir ce qui se passe en première ligne, va voir. Je suis un grand croyant en cela. J'ai personnellement parcouru plus de 700 centres commerciaux en Amérique pour mettre en place Babbage, GameStop aux bons endroits, pas seulement des emplacements pour un centre commercial, des emplacements à l'intérieur d'un centre commercial. C'est ce que j'ai fait et ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait dans ma carrière et que je lie mon arrière à un avion et je sors rencontrer des gens. Donc, quand j'ai commencé chez Kinko's, j'ai dit à tout le monde au siège à Ventura, en Californie, je suis parti pour les 6 prochaines semaines. Je vais dans toutes les 42 régions d'Amérique. J'organiserai des réunions publiques dans chaque marché durant les 3 quarts de travail. Et je vais demander, nous avions 25 000 employés, je vais demander à chaque employé chez Kinko's, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le réparer? Et quand j'ai fini, ils savaient quoi faire. Les directeurs de magasins, peu importe si j'étais à Seattle ou à Miami,
j'ai entendu la même histoire de tout le monde. Et donc, je suis revenu avec un plan et nous avons mis le plan en place et le plan a fonctionné et un retournement monumental. Et j'ai utilisé l'autre chose que personne ne croyait. J'ai cherché Paul Orfalek parce que c'est un peu ma façon de faire. Je l'ai appelé et bien sûr, il ne voulait pas me parler parce qu'il détestait tout le monde chez CDNR. Et il supposait que j'étais un autre citoyen qui ne savait pas ce que je faisais. Et j'ai dit, voudriez-vous m'indulger et juste me rencontrer pour déjeuner ici à Ventura? Et il m'a rencontré pour déjeuner et il est venu charger pour la bière. Il était énervé, son visage était rouge. 4h30 plus tard, et dans notre deuxième bouteille de vin, il s'amusait comme un fou et j'ai aussi travaillé à travers lui pour arriver à 1. Et c'est tout cela dans le livre, ce que nous avons fait, mais il a embrassé tout ce que j'essayais de faire et il aimait les parties de l'ancien Kinko's qui étaient de là, juste de là. Je les ai toutes ramenées ou je les ai laissées là. Je ne les échangerai pour rien au monde. Et c'est ainsi que vous redressez une entreprise. Tout le monde a adhéré parce que le plan était que nous allions faire ce que tous les managers disaient que nous aurions dû faire en premier lieu. C'est ce que nous allons faire et ça a marché et ils ont toujours signé pour cela. Donc, c'était juste. Très cool, oui, non, comme j'étais en train de lire cette histoire avant que nous ne sautions dessus. Alors, Paul t'a embrassé devant 3500 membres de l'équipe Kinko. C'est hilarant. C'est très drôle. C'était après le revirement. Ça allait dans le revirement. Il y avait adhéré. Je l'avais invité à me rencontrer après Ventura. Il a été interdit des magasins. Il n'était pas autorisé à entrer dans les magasins. Mais j'avais été invité aux Jeux Olympiques à Salt Lake City par Xerox. Nous étions le plus gros client mondial de Xerox. J'ai demandé à Paul de me rencontrer à Salt Lake City. Je lui ai proposé d'aller faire les magasins, mais il craignait qu'on ne le laisse pas entrer. Je lui ai assuré que je m'en occuperais. Après notre visite, il était évident que nous avions une bonne alchimie, Paul et moi. Et je lui ai expliqué tout le plan de redressement et il était dedans. Il disait « Ouais, c'est la bonne chose à faire. Ouais, c'est la bonne chose à faire. » Il était d'accord avec tout. J'ai dit « Et si nous prévoyons une surprise lors de notre réunion de directeur de magasin et que personne ne le saura, sauf toi et moi, je t'annoncerai et tu viendras parler. » J'ai dit qu'il deviendrait fou et il était tellement excité qu'il ne pouvait pas le supporter. Et c'est à ce moment-là que nous et tout le monde m'avait dit « Oh, il est tellement dyslexique, il est tellement trouble, déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ce sera la plus grande catastrophe du monde. Il va monter là-bas et parler pendant 30 minutes. » Ils m'ont donné une centaine de raisons de ne pas l'impliquer dans cela. Et j'ai dit « les gars, j'ai besoin de lui. » J'ai parlé à Paul Orfalek et lui a dit que j'avais un livre sur lui. Tu vas prendre 30 minutes, tu vas promettre 10, prends 30, fais-le. Gary, je veux tellement parler. Je te promets, tu peux sortir et me donner le crochet toi-même, mais je resterai à l'intérieur 10 minutes. Je dirai ce que tu as besoin que je dise. Et donc, nous étions censés nous rencontrer au milieu et nous serrer la main sur cette grande scène à Las Vegas. 3500 personnes. Je l'ai annoncé et bien sûr, l'endroit est devenu fou et comme nous l'avions prévu, je suis allé du podium au milieu de la scène pour le saluer. J'étais censé lui serrer la main puis sortir par où il était entré et il irait au podium et parlerait pendant 10 minutes. Il s'est arrêté, j'avais ma main tendue. Il n'a pas tendu sa main. Il a pris mon visage et m'a embrassé sur les lèvres. Et bien sûr, je suis stupéfaite sur place. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est fait. C'est un gagnant. Il approuve le plan de redressement. Chaque raison de ne pas faire cela disparaîtra lorsque cette entreprise me verra l'embrasser sur les lèvres. J'ai été oint par le parrain. Et je veux dire, je suis parti et j'ai dit, voyez ce qui s'est passé. J'ai dit que j'ai vu ce qui s'est passé et c'était génial. Il parlera 30 minutes, j'ai répondu pouvoir parler 1 heure. C'est la fin du jeu, les gars. Et c'était le cas. C'est incroyable. Maintenant, attendez, vous avez rejoint une société de capital investissement, n'est-ce pas? Après Kinko's, elle était détenue par Clayton, Dublair et Rice. Je suis ensuite allé chez Texas Pacific Group. Parce que vous avez vu le bon et le mauvais. Quand il s'agit de sociétés de capital investissement et de fondateurs qui vendent leurs entreprises aux bonnes et aux mauvaises personnes.
Quelles leçons avez-vous tirées de votre expérience chez Kinko's et d'autres transactions auxquelles vous avez participé, que vous essayez maintenant d'appliquer correctement avec Texas Pacific Group? Quelles sont donc les leçons à tirer pour un entrepreneur ou un fondateur? Alors, j'étais avec Texas Pacific Group pendant 13 ans. Je viens, mais en 2019, j'ai commencé un chemin de descente et je viens de quitter le dernier TP, le conseil d'administration qui était d'une entreprise Texas Pacific Group il y a un an. Mais tellement c'est là que la reconnaissance de motif a vraiment commencé à payer parce que j'avais vu tellement, je pouvais dire tellement d'équipes d'investissement, de sociétés, de PE vont et ils rencontrent l'entreprise et ils essaient de décider quelle est une bonne entreprise, un bon ajustement, de bonnes raisons de les acheter. Et je m'asseyais dans les mêmes réunions de direction qu'ils étaient assis et je voyais les choses complètement différemment de ce qu'ils voyaient. Et donc, je suppose que parce qu'ils n'étaient pas assez expérimentés pour savoir que le langage corporel était nul autour de la table de direction, par exemple, je suis allé à une présentation de direction à Chicago une fois. Il y avait 12 membres de l'équipe de direction assis à l'avant. 9 d'entre eux avaient des bras croisés presque toute la réunion, roulant des yeux, regardant. C'était toxique et tout le monde disait que c'est une excellente entreprise. Nous allons acheter et j'étais comme « wow, les gars, nous devons repenser cela ». Et donc, les entreprises concurrentes, leurs entreprises P, ne sont pas différentes des styles de gestion, commandement et contrôle versus entrepreneurial essentiellement. Je décrirais une entreprise entrepreneuriale, comme vous demandez pardon, pas la permission. Il y a des entreprises P qui sont très rigides dans la façon dont ils analysent les entreprises et comment ils font leur due diligence et ils ont un playbook. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais s'ils ne le font pas, exécuter le playbook et avoir des choses comme évaluer la culture. Quelle est notre thèse d'investissement? Nous avons entendu leur thèse d'investissement. La nôtre est-elle alignée avec la leur? D'ailleurs, ce n'est généralement pas le cas. Habituellement, lorsque des sociétés de capital investissement achètent une entreprise, elles pensent qu'elles ont manqué quelque chose, soit une stratégie de consolidation. Je veux dire qu'elles ont généralement un agenda différent de celui de leur entreprise cible. Et je pense que vous devez être très prudent si vous déléguez l'autorité à un niveau aussi bas que vous avez vraiment de bonnes personnes en première ligne. Et donc, ce qu'ils finissent par faire la première fois qu'ils ont une mauvaise transaction, tout commence à remonter vers le haut et tout à coup, les personnes qui pensaient avoir de l'autorité dans l'un des silos, technologie, consommateur, santé, vous savez, tout à coup, ils sont surpassés dans ce qui est censé être l'examen final du comité d'examen des investissements. Finalement, vous savez, un fondateur dit « Hey, ça ne me plaît pas, nous n'allons pas le faire ». Ouais, donc je sais que c'était intéressant. C'était certainement une partie très intéressante de ma carrière. Ouais, eh bien, je suis aussi curieux à propos du renversement. Alors, voici les conseils d'une société de capital investissement sur la gestion de la relation avec un entrepreneur fondateur. Mais aussi, comment vous assurez-vous que si la transaction se réalise, elle est un succès? Parce que je pense avoir vu en dehors peut-être des entreprises que, vous savez, Google et Apple acquièrent parce que c'est un style d'acquisition, d'incubation très spécifique qu'ils déploient pour que l'entreprise ne soit pas essentiellement dévorée de l'intérieur. Je pense que beaucoup d'acquisitions ne se passent pas bien. Vous en avez fait une tonne. Qu'est-ce qui fait qu'une acquisition se passe bien ou mal, en dehors du fait qu'il manque quelque chose lors de la diligence raisonnable? Car c'est évident, mais disons que l'entreprise se porte bien, elle est rentable, elle grandit, l'entreprise l'acquiert, elle commence à mourir, un peu comme ce qui s'est passé avec Kinko's. Comment éviter cela? C'est ce que je vais le simplifier, mais c'est vraiment vous qui me parlez de l'équipe que vous avez assemblée pour cela, car il est très typique pour un nouveau propriétaire, un propriétaire basé sur le P, de mettre quelqu'un qu'ils ont embauché dans le poste de président, directeur général. C'est aussi simple que de manquer ce que Clayton Dublier et Reese ont fait avec le président, directeur général de Sam's Club. Vous regardez ça et vous dites « Oh, génial! » Ils ont obtenu un président, directeur général expérimenté. Oui, mais c'est un gars de commandement et de contrôle.
Et vous pouvez juste imaginer quand il entre à Saint-Louis et dit que j'aimerais que tous vos tapis soient bleus. Et j'ai remarqué qu'ils sont rouges, sauf que le fondateur de Saint-Louis est maintenant le directeur de district. Et dès que le président directeur général quitte le marché, il dit à tout le monde de ne pas tenir compte de cela. Nous n'allons pas faire ça. Et donc, si vous obtenez le mauvais président directeur général, ils construisent la mauvaise équipe. Ils construisent la mauvaise équipe. Maintenant, vous avez une insurrection et vous avez des gens qui bavardent à la fontaine à eau et vous avez des explosions de porte en verre. Vous savez, l'équipe est le premier point de l'esprit de ce qui peut mal tourner. Mais je vous dirais, vous l'avez dit et vous avez raison, plus d'entre eux vont mal que bien. Mais j'ajouterai à cela au début, il est rare que vous voyiez un mouvement fluide du jour de la clôture de l'acquisition au jour où ils la vendent ou la distribuent ou deviennent publics ou quoi qu'ils vont faire. Parce qu'invariablement, ils ont manqué quelque chose ou ils ont dû pivoter vers quelque chose où une partie de l'entreprise ne pourrait pas coexister avec la nouvelle entreprise qu'ils voulaient lancer parce qu'ils pensaient que c'était une excellente opportunité sur le marché et cela peut être un certain nombre de choses, mais vous pouvez absolument remettre la balle dans l'allée si vous êtes assez honnête. Si vous avez des évaluations de performance mensuelles dans une entreprise, donc vous avez ces revues opérationnelles mensuelles et vous avez un modèle et tous les membres de l'équipe senior, une fois par mois, ils se réunissent, tout le monde passe par leur page. Et si vous pouvez trouver des choses assez rapidement, vous pouvez y réagir et influencer l'avenir. Donc, je ne dirais pas tout à fait cela. Vous savez, ils ne tournent pas tous mal. Ils tournent mal dans les premiers jours, plus souvent que les entreprises de PE ne l'avaient jamais prévu. Vous êtes maintenant dans un jeu de résistance. Il est question de votre capacité à vous rétablir. C'est la récupération, ouais. Et c'est là que vous devez être honnête avec vous-même. Soyez honnête. J'ai une autre expression, je les appelle des Q et des A. Parfois, vous regardez par la fenêtre et parfois, vous devez vous regarder dans le miroir. Et ce que vous avez tendance à trouver est beaucoup de personnes en haut de la hiérarchie dans les entreprises ont tendance à regarder par la fenêtre quand quelque chose va mal. Oh mon Dieu, avez-vous vu ce que nos concurrents ont fait? Oh mon Dieu, avez-vous vu ce qui est arrivé à notre coût des marchandises? Ils regardent rarement dans le miroir et se disent « Qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à cela et qu'est-ce que je vais faire pour nous aider à sortir de cela? » Et si vous avez une bonne culture avec l'équipe senior, ce genre de comportement est renforcé par le président directeur général qui, oh attends, il ne tire pas sur les gens quand ils font quelque chose de mal. Nous sommes tous ensemble, nous mettrons nos têtes ensemble. Comment allons-nous traverser cela? Et cela favorise alors plus d'honnêteté et d'intégrité parmi l'équipe senior et vous pouvez arriver à la bonne réponse. Je voudrais juste aborder quelques-uns, si vous avez une seconde pour le faire, quelques-uns des soft skills et des idées sur le développement personnel dont vous parlez dans le livre. Et ce dont nous avons parlé aujourd'hui est en quelque sorte juste comme nous avons fait un peu de mémoire, un peu de tactique, avant que je ne veux pas dire pivoter, parce que c'est tout parti de la même conversation. Mais si les gens veulent vraiment aller chercher ce livre, donnez-moi, vous savez, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'ils vont en retirer? Pour qui est-ce? Donc le livre est vraiment pour toute personne dans son propre parcours professionnel. Il offre de nombreuses façons de réfléchir à votre parcours et de nombreuses façons de vous donner la permission de faire les choses à votre manière lors de votre voyage. Et j'entre dans une grande profondeur à ce sujet, mais à travers mes histoires, moi et le livre est plus une collection d'histoires qu'autre chose, mais il y a des histoires où j'ai appris quelque chose d'important et tout le livre se construit autour de mes 6 principes de leadership qui ont émergé à la fin de ma carrière alors que je pensais à chaque chose que j'avais vu de bon et de mauvais en cours de route. Quels sont un ensemble de principes qui pourraient être pérennes dans une entreprise et moi, quand j'ai quitté Kinko's, j'avais déjà installé ces principes de leadership et je les ai utilisés dans mon rôle chez TPG quand je serai un directeur principal ou un membre du conseil. Je parlerai avec le PDG, non pas des miens comme les principes de leadership définitifs, mais vous avez besoin de principes de leadership comme une étoile du Nord dans votre entreprise et parlons de ce qui est important pour vous.
voici ce qui était important pour moi, mais cela peut ne pas être juste pour vous. Mais vous arrivez à mais si vous pouvez avoir une conversation ouverte et honnête à ce sujet, et je dois vous dire la seule chose dont je suis sûr, les principes de leadership vous gardent, surtout quand vous ne pouvez jamais être prêt à affronter tout ce que vous affrontez dans les affaires. J'ai passé 25 ans en tant que président-directeur général, d'abord une chose, puis une autre, et j'ai continué à voir des choses incroyables se produire à la fin de ma 25e année, dont je ne pouvais pas croire que je dirais simplement « vous devez me faire marcher ». Comment cela pourrait-il arriver? Et donc, je ne pense pas que les gens devraient réinventer la roue. Je pense que si vous comprenez quand les choses que les gens appelleraient douces, que nous allons avoir de l'honnêteté et de l'intégrité. Nous allons avoir du respect pour les autres. Nous allons avoir des communications ouvertes et honnêtes qui mangent juste ces trois par elles-mêmes, informent quelqu'un sur quoi faire. S'ils découvrent une information qu'ils auraient préféré ignorer, eh bien, vous savez, nous allons avoir une communication ouverte et honnête. Donc, il faut divulguer. Et bien sûr, cela revient à mon truc de banque. Je veux dire, tout reviendra à quelque chose et le livre se construit pas seulement sur les principes de leadership, mais aussi sur les tactiques opérationnelles dont je parle dans le chapitre précédant le dernier chapitre du livre. J'adore ça. Le livre s'intitule « Toujours apprendre des leçons sur l'évolution de GameStop » à Laura Mercier pour information. Donc, ce sera disponible partout où vous achetez des livres. Nous ajouterons aussi tout dans les notes de l'émission. Vous parlez de quelque chose de différent que j'ai entendu. Donc, pour les énumérer, vous parlez d'intelligence émotionnelle, vous parlez d'amélioration continue, vous parlez de résilience, de réflexion stratégique. Ce sont tous des traits que nous avons déjà entendus. Je veux votre point de vue unique sur certains de ces traits. Donnez votre avis sur l'utilité ou non de chacun d'entre eux, un par un ou autrement, puisque l'amélioration continue est connue de tous. Je pense que les gens seront d'accord avec ça. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si important? Comment ça se passe? Comment cela vous a-t-il aidé dans votre carrière? D'accord. Eh bien, en commençant par le continu. Amélioration. Et au fait, mon cofondateur, Babbage's GameStop, Jim McCurry et moi en avons parlé en profondeur la semaine dernière. Et je pense, Jim m'a convaincu que je pourrais avoir besoin de repenser l'amélioration continue et d'abandonner l'amélioration pour faire un changement continu. Parce que le monde change de manière sauvage et dramatique et avec une vitesse plus grande. La raison pour laquelle j'ai toujours dit amélioration continue est que vous voulez constamment être meilleur dans tout ce que vous faites parce que c'est un chemin vers la gloire. Si vous pensez à l'échelle, si vous pensez à améliorer simplement les performances année après année, l'amélioration continue est essentielle, mais comme Jim me l'a fait remarquer, oui, c'est essentiel, sauf que parfois vous êtes tellement concentré sur les changements opérationnels que sont les améliorations opérationnelles que vous aimeriez faire, que vous manquez des impératifs stratégiques majeurs qui changent juste en dessous de vous dans le cas des jeux vidéo. Parler d'une énorme perspicacité. Maintenant, tout le monde pense que c'est vraiment bien sûr que vous faites ça, mais les jeux vidéo d'occasion et les systèmes de jeux vidéo remis à neuf, eh bien, c'est une grande idée, c'est une très grande idée, et cela a fini par représenter 500 millions de dollars des bénéfices de GameStop chaque année. C'était simplement leur occasion, vente et les ventes de matériel remis à neuf, mais c'est énorme. Eh bien, c'est un changement. Ce n'est pas une amélioration continue, c'est un changement. La migration après, nous, hors des centres commerciaux, parce que les nouveaux dirigeants, et ce n'est pas Jim et moi, ce sont les nouveaux dirigeants de l'entreprise, ont vu comment les centres de puissance commençaient à apparaître partout en Amérique et cela semblait être le moyen le plus facile, le moins cher, le plus rentable que vous pourriez faire pour pivoter hors des grands centres commerciaux régionaux et vers ces centres de puissance. C'est un changement continu. Vous n'y auriez pas pensé si vous essayiez simplement d'améliorer les opérations. Donc, ce sont ces genres de choses. Je pense que la façon dont j'aime embaucher des gens qui vont me rendre compte directement. Si pendant le cours d'une entrevue, je n'entends pas quelque chose comme « je veux votre travail », si je n'entends pas ça, c'est une mauvaise chose parce que, et je leur dis que j'ai besoin de quelqu'un qui veut mon travail. Et ensuite, mon travail est de les rendre réussis.
Et s'ils réussissent, je ferai tout mon possible pour qu'ils deviennent président, directeur général. Donc, c'est important. Mais c'est autre chose, et vous allez peut-être rire de ça, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un dise « j'ai un désir brûlant de gagner ». S'ils ont ça, c'est génial. Mais je ne cherche pas ça. Je cherche quelqu'un qui refusera de perdre. Et c'est un état d'esprit très différent de gagner à tout prix. Refuser de perdre suggère une ténacité, une agressivité et une chose d'ego qui simplement non, face à des obstacles insurmontables, vous continuez à revenir. C'est différent de je dois gagner parce que ces types de personnes abandonnent parfois un peu trop rapidement. Donc j'aime entendre l'un ou l'autre, mais je dois entendre. Si je n'entends pas, j'ai une envie brûlante de gagner. J'ai besoin d'entendre. Je refuse de perdre quelque part. J'aime que ce soit d'une importance cruciale. C'est d'une importance cruciale. Et puis, juste toute cette formation au leadership est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre et la raison pour laquelle je fais ce podcast avec un ami, Jill Lewis, c'est que j'ai commencé à être mentor, vous savez, il y a une vingtaine d'années et ça m'est venu à l'esprit. Je n'y suis pas allé. Je n'ai rien lu sur le mentorat, mais les gens voulaient un peu mon avis sur des choses et cela a commencé à grandir jusqu'à ce que maintenant, j'ai plus de 1000 séances de mentorat. Nous avons en fait parcouru mes agendas des 20 dernières années et plus. Et donc, cela me semble être une façon dont je peux être mentor de manière plus large, où je n'ai pas à m'asseoir pour déjeuner avec une personne. Et c'est ça. Entre ça et le podcast, cela me comble. Si je peux entendre quelqu'un dire « Wow, bon timing sur ça, j'étais confronté à un problème particulier et juste en lisant ça, je pense que j'ai trouvé mon chemin à travers. » Eh bien, c'est une victoire. C'est une victoire pour moi. C'est aussi une question de levier, non? Vous exploitez les audiences et la technologie pour transmettre le message, car vous en êtes capable. On peut encadrer jusqu'au premier jalon, mais ensuite, il faut utiliser un levier, car il est impossible d'encadrer 1 million de personnes. Vous ne pouvez pas sans, je veux dire que c'est vrai et c'est aussi vrai dans notre cas, lorsque vous parlez d'évaluer des entreprises, vous devez comprendre ce qu'est l'échelle et vous devez avoir une idée de si cette entreprise sait même comment elle pourrait exploiter son échelle. Et parce que c'est très important, si vous décidez ou non de faire un investissement, c'est quelque chose que vous voulez avoir une bonne ligne de mire. Vous êtes beaucoup mentor. C'est en fait un point intéressant en tant que mentor. Comment choisissez-vous un mentoré en tant que mentoré? Comment choisissez-vous un mentor? Eh bien, je pense que c'est une excellente question et une à laquelle j'ai réfléchi récemment, en fait. Donc, encore une fois, je ne décide pas qui encadrer. Je suis très différent, mon parcours est épisodique. Donc, c'est soit quelqu'un que je connais ou pour qui j'ai travaillé, soit quelqu'un que je connais a dit bon, « Pourquoi tu n'appelles pas Gary? » Ils viennent principalement me voir en disant « J'ai cette situation. Peut-être que tu peux m'aider à y réfléchir. » C'est ainsi que ça leur vient. Et je pourrais peut-être avoir de leurs nouvelles 3 ou 4 ans plus tard et pas avant. Je n'ai pas de relation de mentorat régulière avec qui que ce soit et je n'en ai jamais eu. Ils viennent simplement vers moi et j'aime l'épisodique. J'aime croire que peut-être lors d'un déjeuner, je pourrais poser assez de questions et je vais en détail dans le livre sur la méthode socratique d'enseignement. Et je l'ai vraiment adopté. Alors, et le danger du mot « devrait », je pose simplement des questions. Et si je fais correctement mon travail avec quelqu'un qui essaie de résoudre quelque chose d'important dans sa vie, il aura un moment de révélation lorsqu'il trouvera la réponse qui lui convient. Parce qu'il n'y a jamais qu'une seule réponse. Il y a une multitude de réponses et vous devez simplement choisir celle qui vous convient le mieux. Très sage, j'adore ça. Et tout le monde a toujours la réponse à l'intérieur. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour la sortir. Nous savons toujours ce que nous devons faire et ce n'est pas seulement donner de la confiance pour écouter eux-mêmes et décider de ce qui pourrait être juste. J'adore quand les gens, parce que c'est presque comme un dessin animé, ils se redressent, leur poitrine se bombe, leurs épaules.
Je sais exactement ce que je vais faire et j'adore être dans cette situation où je peux dire, eh bien, qu'est-ce que c'est? Parce que nous n'avons pas parlé, cela les a frappés dans leur cerveau et cela a résonné d'une manière qui tout à coup les a fait se sentir géniaux. Pour moi, c'est le succès et cela me construit et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je veux continuer à faire. J'adore ça, d'accord. J'ai eu une dernière question pour conclure. En regardant votre carrière, vous avez connu de nombreux succès. Si vous pouviez donner un conseil à votre vous de 20 ans, que lui diriez-vous? Cela aurait probablement été soit très conscient de l'impact de tes choix et de ton travail sur ta famille et sur la croissance et le développement de tes enfants et de ta communauté. Et je suis marié, 47 ans, donc je n'ai pas échoué à cela. Mais mon Dieu, j'aurais pu être meilleur. J'aurais pu être meilleur et c'est probablement cette chose d'équilibre entre travail et vie personnelle dont tout le monde se plaint. Avec la génération C et tout ça, je ne me plains pas autant de cela que les autres. Je crois vraiment et je dis aux gens, regardez, si vous allez être comptable, devinez quoi? En mars et avril, vous devez vérifier parce que vous travaillez sans arrêt. Ou si vous êtes dans une entreprise de Noël, devinez quoi? De Thanksgiving à Noël, vous n'avez pas le temps de traîner, mais vous feriez mieux de trouver un moment où vous savez, quand vous êtes là et quand vous devez aimer, j'ai toujours su que je serais à la maison si j'étais à Dallas. Je serais à la maison à 5h45 le soir pour pouvoir dîner et passer toute la soirée avec les enfants, avec leurs devoirs, les bains, les mettre au lit et tout ça. Je le sors le lendemain matin, il m'est arrivé d'être à mon bureau à 3 heures du matin, mais vous devez être capable de dire que ce seront les blocs de temps que je ne violerai pas et qu'ils sont pour mes autres intérêts. Et si vous n'avez pas de famille ou si c'est une petite famille, vous avez quelque chose comme un régime d'entraînement, peu importe ce que c'est, quoi que ce soit, vous devez être capable de vous dire que vous devez être capable de compartimenter votre vie de manière à pouvoir le faire sans devenir fou. Oui, je sais, juste sur ce point. Pensez-vous que c'est parce que vous l'avez fait, vous avez maintenu un mariage, une famille, vous avez dit que vous auriez pu faire certaines parties mieux? Pensez-vous que c'est quelque chose avec lequel les entrepreneurs luttent et qui n'est pas discuté ou mentionné lorsqu'ils commencent? C'est comme l'un des aspects négatifs de l'entrepreneuriat que les gens négligent le plus lorsqu'ils commencent à construire leurs propres choses. Ils ne comprennent pas. Pensez-vous qu'il existe une version de l'entrepreneuriat qui permette de maintenir un équilibre malgré l'engagement nécessaire? Je pense que tout réside dans la personne. Si vous êtes une personne tellement obsédée par ce que vous faites, mais que vous n'êtes pas obsédé par votre conjoint ou votre famille ou votre enfant, quelle que soit la façon dont vous le découpez, eh bien, cela envoie un message que vous devez connaître, dont vous devez être conscient et vous devez comprendre les implications de cela sur tout ce que sont ces autres choses. Quand j'ai reçu un appel, cela fait 15 ans, 20 ans, j'ai reçu un appel de American Airlines et ils m'ont dit que j'étais leur premier voyageur dans l'histoire de American Airlines. J'étais donc ravi et j'ai plein de petits avions partout dans mon bureau, sauf que quand j'y ai pensé, c'est comme pourquoi suis-je si fier de cela? Je ne le suis pas, ce n'est pas correct, cela parle de dollars et j'ai dû vivre avec cela et je vis toujours avec. Donc, je pense que vous devez savoir quel est votre vice et je pense que le travail peut être un vice et la construction peut être un vice. Sachez quel est votre vice, car si vous n'avez pas la conscience de soi, cela peut vous détruire, même si vous construisez quelque chose d'incroyable. Oui, et la conscience de soi, le narcissisme, c'est l'autre partie de cela. Parce que Dieu nous en préserve. Vous devenez réussi et tout à coup, vous avez plus d'argent que vous n'en avez jamais eu. Vous avez beaucoup plus d'argent que vous n'en avez besoin ou pouvez dépenser et peut-être que vous commencez à croire à vos propres coupures de presse. Est-ce une bonne chose? Oui, c'est le cas. Et les gens ont tendance à vouloir faire cela parce qu'ils sont probablement la personne la plus surprise dans la pièce de découvrir qu'ils ont eu autant de succès.
mais vous devez réfléchir à comment je suis et y penser de manière froide et sobre. Comment ma vie va-t-elle changer ou comment devrait-elle changer ou comment puis-je gérer comment elle change de manière à ce que je me sente toujours bien, que cela plaise à mon conjoint, à ma famille, à notre mode de vie, à tout le reste. Écoutez, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette conversation. Vous pouvez l'avoir avec vous-même en vous regardant dans le miroir, mais vous feriez mieux de l'avoir